Merci d'être au rendez-vous de cette édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, la deuxième phase des pourparlers intermaliens, les différents médiateurs qui se sont succédés à la tribune ont appelé les parties maliennes à saisir cette opportunité pour aboutir à une paix définitive. Vous entendrez le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali à ce sujet dans ce journal. Le monde est en train de perdre la bataille, c'est le cri d'alarme lancé par Médecins sans frontières à propos d'Ebola. Le virus a déjà fait plus de 1550 morts et les moyens de lutte restent très insuffisants. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Un sommet africain pour lutter contre les groupes islamistes armés. Ça se passe à Nairobi au Kenya en présence de 15 chefs d'État africains. Un sommet présidé par le Tchad. Au cœur des discussions, les moyens à mettre en œuvre pour mieux lutter contre Boko Haram au Nigeria et au Cameroun, les Shebab en Somalie et d'autres groupes terroristes. Dans l'actualité également, la deuxième phase des pourparlers intermaliens, le gouvernement et les groupes armés du nord du pays se réunissent depuis ce lundi dans la capitale algérienne. Cette deuxième phase doit aborder les questions dites de fond en ligne de mire, la signature dans les prochains jours d'un accord global de paix définitif. Tout cela sous l'égide de l'Algérie, chef de file de la médiation. À ses côtés, un collège de médiateurs composé d'organisations internationales qui se sont succédées à la tribune pour appeler les parties maliennes à saisir cette opportunité pour aboutir à une paix définitive. On écoute à ce sujet Bert Koenders, le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali. Je crois que toutes les conditions qui sont nécessaires pour faire et aller de l'avant sont là. Il y a une médiation unie de toute la communauté internationale de soutenir, pas d'imposer quelque chose, d'accompagner. Deuxième, il y a la volonté exprimée très fortement par le gouvernement malien cette soirée, mais aussi par la groupe armée pour avancer et aller dans le concret. Troisième, je crois, on a une feuille de route très claire. Quatrième, on a une formulation sur la cessation des hostilités et une volonté exprimée aussi de renforcer, parce que le terrain, c'est très important. Alors il y a 4 éléments qui sont uniques, qu'on ne trouve pas beaucoup dans le monde. Maintenant, je crois que c'est pour tous les Maliens l'espoir que ça va se traduire dans un accord définitif, mais pas seulement définitif sur papier, avec des garanties, des choses qui montrent que ce sera opérationnalisé. Et ça se passe à Alger. Crise ukrainienne à présent, plus de 2600 morts et plus d'un demi-million d'Ukrainiens ont été déplacés. C'est donc le bilan de cette guerre qui pourrait connaître un tournant. Les pro-russes continuent de reprendre pour l'instant du terrain en direction de Mariupol, autour de Donetsk. Et c'est dans ce contexte que Barack Obama arrive en Estonie. Le président américain a rassuré les pays baltes à la veille du sommet de l'OTAN au pays de Galles. Les enjeux sont de taille pour Barack Obama. Face à l'escalade de la violence en Ukraine, les pays baltes voisins sont inquiets pour leur sécurité. Le président américain cherche à les rassurer. Le président fait face à une tâche impossible, rassurer des alliés qui ne peuvent fondamentalement pas être rassurés comme ils le voudraient, en raison de leur géographie, de leur histoire et de la relation difficile qu'ils entretiennent avec la Russie. Les 28 membres de l'OTAN se réunissent au Pays de Galles ce jeudi. Ils doivent approuver la mise en place d'une force de réaction rapide en Europe de l'Est. Ce plan doit permettre de déployer très rapidement 4000 soldats dans l'est de l'Europe. Ceci nécessitera la préinstallation de fournitures et d'équipements, ainsi que l'envoi d'experts en logistique et en commandement sur place. Pendant ce temps, l'Union européenne prépare un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie. Les mesures envisagées visent à rendre plus difficiles les financements étrangers pour les entreprises russes. Nous parlons d'une agression. Et je pense que nous devons y répondre de la manière la plus forte possible, afin de faire en sorte d'être suffisamment persuasifs pour trouver une solution politique. Ces mesures doivent être adoptées d'ici vendredi, dernier jour du sommet de l'OTAN.
Dans l'actualité, cette revendication de l'État islamique de la décapitation de Stephen Sotloff, un journaliste américain de 31 ans. Le chef du gouvernement italien, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, appelle à une grande implication de l'OTAN face au conflit en Syrie et en Irak. Un deuxième message à l'Amérique. Le titre de la vidéo diffusée par l'organisation de l'État islamique ne laissait guère de doute. 2 semaines après l'assassinat de James Foley, c'est un autre journaliste américain, Stephen Sotloff, qui est filmé, puis décapité. Une vidéo que France 24 a décidé de ne pas diffuser et que Washington n'a pas encore authentifiée. C'est quelque chose qui va être analysé avec beaucoup de précaution par le gouvernement américain et nos services de renseignement pour déterminer son authenticité. Le bourreau du journaliste de 31 ans s'exprime avec le même accent britannique que l'assassin de James Foley et menace directement le président américain. Impossible pour autant d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de la même personne. Je suis de retour, Obama, et je suis de retour à cause de ta politique étrangère arrogante envers l'État islamique, à cause de ton insistance à bombarder Amerli et le barrage de Mossoul, malgré nos avertissements. Comme lors de sa dernière macabre mise en scène, l'organisation de l'État islamique montre ensuite un autre otage, le Britannique David Haines. Elle menace de le tuer à son tour si les États-Unis et ses alliés ne se désengagent pas d'Irak. C'est dégoûtant, révulsant, dégueulasse. Il y a un déchaînement de violence en Irak, en Syrie, qui vise des populations, qui vise les journalistes, parce que ces mouvements ne supportent pas le regard extérieur. Il y a quelques jours, la mère de Stephen Sotloff avait adressé un message au ravisseur de son fils. Stephen n'a aucun contrôle sur les actions du gouvernement américain, avait-elle lancé, en vain. Après la publication de la vidéo, la famille du journaliste a indiqué par la voix de son porte-parole être au courant de cette horrible tragédie et pleurer ce décès dans l'intimité. Et en Syrie, la ville de Jobar cible d'intenses pilonnages de l'armée depuis le début de l'offensive du régime de Bachar al-Assad. Ce quartier est un verrou stratégique situé dans l'est de Damas et tenu depuis un an par les rebelles. D'abord, une explosion, puis des dizaines. Depuis plusieurs jours, l'armée de Bachar al-Assad pilonne le quartier de Jobar, une banlieue de Damas. Au moins 25 raids menés pour la seule journée de mardi. Dans l'autre camp, les combattants de l'armée syrienne libre. Depuis l'été dernier, ils tiennent cette place forte de la capitale. Mais l'offensive de l'armée régulière pourrait changer la donne. Aviation, tanks, les insurgés peinent à faire face à cette artillerie lourde. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plusieurs dizaines de rebelles ont été tués depuis vendredi. Mais la capitale n'est pas la seule concernée. Tout au nord, des hélicoptères du régime bombardent la province d'Idleb. Les rebelles tentent de résister. Dans les rues, les pilonnages successifs ne laissent aucune chance aux civils. De ce quartier, il ne reste que des ruines. Les habitants, encore sur place, vivent dans une peur continue. Sur un tout autre décor, la visite en Côte d'Ivoire du président directeur général de l'Union postale universelle, UPU. Au menu de cette visite, la coopération entre l'UPU et la Côte d'Ivoire et la conférence de l'Union postale universelle, initialement prévue en octobre prochain, désormais reportée à une date ultérieure. Institution spécialisée de l'ONU, l'Union postale universelle œuvre au bon développement et à la coopération des différents systèmes postaux du monde. La rencontre du directeur général de l'UPU, Bichar Abdirahman, avec le Premier ministre Danek Ablandinkon, a permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. L'Union postale universelle avait prévu de tenir en Côte d'Ivoire sa conférence stratégique. Elle est reportée. Cette conférence stratégique était effectivement prévue du 14 au 15 octobre 2014. Mais vous savez, les défis auxquels nos pays, les pays de la sous-région sont exposés depuis quelques mois. Il s'agit pour nous d'être raisonnables, d'être réalistes, et il faut que le contexte, l'environnement
général soit propice à l'organisation dans des conditions de succès de cet événement-là. Donc la date des 14-15 octobre ne pourra pas être tenue. Le ministre Bruno Koné l'a déclaré, des discussions sont menées actuellement pour convenir de la nouvelle date de la conférence stratégique de l'Union postale universelle. D'une visite à une autre, une délégation sénégalaise séjourne en Chine. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. 7 accords ont été signés sur des projets phares du plan Sénégal émergent. Une façon pour Pékin et Dakar de réaffirmer leur coopération. C'est après avoir parcouru plus d'1 millier de kilomètres, rencontré des dizaines d'entreprises, échangé et apprécié que les MOU, protocoles d'accord, ont fini par être signés. Ils sont 7 au total. Beaucoup de projets du plan Sénégal émergent y passent. Il s'agit du tramway. Donc il y a un intérêt manifeste des sociétés chinoises sur le tramway. Il s'agit aussi du chemin de fer rapide entre le centre de ville de Dakar et le nouvel aéroport. Nous avons aussi signé d'ailleurs un MOU avec la Cité des Affaires pour un projet intéressant qui a été aussi présenté aux investisseurs chinois. C'est à bord d'un train rapide à 300 km à l'heure que la délégation sénégalaise a poursuivi l'opération de suivi et de relance des engagements de la partie chinoise. Le périple, qui a démarré à Beijing, la capitale, s'est prolongé à Hangzhou et à Yiwu, 2 villes du sud. Ici, l'occasion a été saisie pour beaucoup communiquer sur les opportunités d'investissement au Sénégal. Les MOU qui viennent d'être signés sonnent comme une réponse positive à cette opération. La Chine est passée de pays pauvres à pays émergents en l'espace de quelques décennies. Le rêve du Sénégal est aussi d'atteindre ce niveau à l'horizon 2035. Avec leur expertise, les partenaires chinois s'engagent à appuyer le pays. C'est sur cette note d'espoir, avec un partenariat réaffirmé, que la délégation a pris congé de la Chine. Un dîner offert par l'ambassadeur de la Chine au Sénégal a auparavant permis de boucler la boucle. J'en viens à présent à l'autre titre de cette édition avant de la refermer. Le monde est en train de perdre la bataille. C'est le cri d'alarme lancé par Médecins sans frontières à propos d'Ebola. Le virus a déjà fait plus de 1550 morts, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Et les moyens de lutte restent très insuffisants. Réunion de crise à l'ONU, la communauté internationale s'inquiète de la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Pour Médecins sans frontières, il y a urgence. L'ONG appelle à une réponse immédiate et groupée. La pire épidémie d'Ebola de notre histoire a commencé il y a 6 mois et le monde est en train de perdre la bataille. Les dirigeants ne sont pas en mesure de gérer cette menace transnationale. Pour l'heure, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par l'épidémie, comptent le plus grand nombre de morts. Centres de santé surchargés, personnel débordé, Médecins sans frontières appellent la communauté internationale à réagir et à fournir rapidement du matériel et du personnel à ces pays. Si rien n'est fait, l'épidémie pourrait devenir hors de contrôle. C'est en tout cas ce que craignent les États-Unis. Nous pouvons encore éradiquer l'épidémie, mais notre marge de manœuvre se réduit de jour en jour. Nous devons agir maintenant et intensifier nos efforts. Nous savons comment stopper Ebola. L'objectif, maintenant, c'est de réagir à grande échelle pour endiguer l'épidémie. Ebola, hautement contagieux et mortel, a déjà fait plus de 1500 morts sur plus de 3000 cas recensés par l'OMS. Le virus pourrait toucher jusqu'à 20 000 personnes dans les prochains mois, selon l'organisation. Voilà, c'est sur ce cri d'alarme de Médecins sans frontières que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent.